Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game. Je m'appelle David. Aujourd'hui dans Board Game 101, on va s'attaquer à l'énorme jeu Star Wars Rebellion. C'est un jeu qui a été publié par la compagnie Fantasy Flight Games en 2016 et qui a été designé par Cory Konieczka. Le jeu se joue de 2 à 4 joueurs et dure de 3 à 4 heures. Donc oui, c'est un jeu qui est très long à jouer. C'est pour les gamers d'expérience. Le but du jeu va dépendre de quel clan vous êtes. Si vous êtes de l'Empire, votre but va être de trouver la base secrète des rebelles et de la détruire. Et si vous êtes les rebelles, votre but sera de survivre le plus longtemps possible et de faire le plus de points de réputation pour essayer de gagner. On va retrouver des mécaniques de jeu de contrôle de territoire. On aura une grande carte de la galaxie avec différents systèmes planétaires qu'on va pouvoir contrôler pour se donner des unités. On a ensuite du lancement de dés. Le système de combat avec les unités va être fait avec des dés. On a la gestion d'une main carte. On va avoir dans notre main des cartes de mission. On va envoyer nos leaders faire différentes missions qui vont nous aider à accomplir des objectifs ou bien nous donner des bonus dans certaines places du jeu. On a aussi un système de points d'action. Chaque leader qu'on va avoir sur notre plateau va représenter un point d'action qu'on peut utiliser soit pour aller faire une mission, soit pour déplacer nos unités sur le plateau. Et finalement, pour le joueur qui joue l'Empire, on va avoir un petit élément de déduction parce qu'il doit trouver la base secrète des rebelles qui est dans un des systèmes de la galaxie, mais il ne sait pas lequel. Alors, il va devoir en déduire en visitant différentes planètes et en lançant des probes pour explorer la galaxie pour savoir sur quelle planète la base n'est pas. Voici un aperçu du placement initial quand on veut jouer à Star Wars Rebellion. On a beaucoup de choses, comme vous pouvez voir, beaucoup de figurines, de jetons, de paquets de cartes différents qui se retrouvent autour de la table. Sur le plateau aussi, on a des unités de départ, on a des planètes avec des jetons de loyauté en partant. Alors, beaucoup de choses à placer dans le placement initial. On va regarder ça une étape à la fois. Premièrement, chaque joueur va choisir une faction. On a un joueur qui va jouer l'Empire Galactique et un autre qui va jouer les Rebelles. Il va prendre le plateau qui correspond à sa faction. Ensuite, il va prendre les 4 leaders de départ, qui sont des leaders qui n'ont pas de petites médailles en bas de l'image. Pour l'Empire, on commence avec l'Empereur Palpatine, Grand Moff Tarkin, Darth Vader et le très connu Général Taggi, que tout le monde se souvient dans l'épisode 4. Sur le plateau de joueurs, on retrouve toutes les caractéristiques des unités qu'on va utiliser durant la partie. On a les TIE Fighters, on a les Stormtroopers et les véhicules et les autres vaisseaux. Vous avez les statistiques. Les deux premières, c'est les dés que ces unités-là vont lancer en combat. Un dé rouge, un dé noir. Et la troisième statistique sont les points de vie de l'unité, donc le nombre de points de vie. Et dépendant si c'est des points de vie qui sont rouges ou qui sont noirs. Si on a des points de vie rouges, c'est plus facile de nous faire attaquer avec des dés rouges. Et le contraire, si on a des points de vie noirs, comme les Stormtroopers. On a aussi sur les unités, on a des petits icônes ici de TIE Fighter. Ça montre que ces unités-là doivent être transportées par des vaisseaux quand on veut les bouger d'une planète à une autre dans l'espace. Et les vaisseaux, eux, ont un chiffre ici qui est la quantité d'unités qu'ils peuvent transporter avec eux quand ils se déplacent. Alors, il faut respecter le transport quand on va faire des déplacements. On va aussi avoir 2 paquets de cartes en partant. On va avoir les cartes d'action, qui sont les petites cartes ici. Au départ, les joueurs vont prendre les cartes d'action qui n'ont pas de médaille. Pour l'Empire, il y en a 4. Pour les Rebelles, il y en a 6. Et vont en choisir 2 au hasard. Les 2 autres ne seront pas utilisés dans la partie. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ces cartes-là? Les cartes d'action, vous allez voir que les cartes d'action sont associées à un personnage. Ici, la carte de Grand Moff Tarkin, la carte de l'Empereur Palpatine. Ce sont des cartes que vous allez pouvoir utiliser une fois dans toute la partie. Ce sont des cartes qui sont quand même très fortes et quand on les utilise, on les défausse pour le reste de la partie. Quand vous allez recruter des nouveaux leaders, vous allez obtenir une nouvelle carte d'action aussi qui va venir avec ce leader-là. Ensuite, on a les cartes de mission. Vous allez avoir une main de 4 cartes de mission au départ, qui sont les 4 missions de départ, qui sont identifiées avec le petit symbole de flèche ici. Les missions, vous allez pouvoir envoyer des leaders faire des missions à chacun des tours de jeu. Ils vont vous donner des bonus, vont vous permettre d'aller mettre des systèmes, vos jetons de loyauté sur les systèmes pour qu'ils puissent produire des unités pour vous. Vous avez des missions aussi pour vous aider en combat, pour nuire à l'autre, capturer un de ses leaders. Bref, vous pouvez faire plein de choses avec les missions.
Les 4 missions de départ, avec le symbole ici, vous allez pouvoir les refaire et les faire plusieurs fois parce que quand vous allez les faire, elles vont revenir automatiquement dans votre main de mission. Au début de la partie, vous allez piger 2 cartes mission de votre paquet et vous allez les ajouter à votre main de départ. Dernière chose qu'on retrouve sur le plateau, vous avez, autour du plateau, on a les jetons de loyauté. Le symbole ici, impérial, si vous avez ce jeton-là sur un système, c'est qu'il est loyal à vous. Il va vous donner beaucoup d'unités dans les phases de production. Et pour l'Empire, au verso, vous avez le jeton de subjugation. Vous pouvez mettre ce jeton-là quand vous arrivez avec des unités sur une planète. Vous les forcez avec une occupation militaire à produire des unités pour vous, mais ils vont en produire un petit peu moins quand il y a ce jeton-là. Ensuite, on a une piste numérotée ici de 1 à 16. On va placer à la case 1 le marqueur de compteur de tours et à la case 14, on va placer le marqueur des rebelles. À chacun des tours de jeu, quand il va être terminé, le marqueur de tour va augmenter, va avancer comme ça. On va retrouver certains symboles de temps en temps. On a les symboles de recrutement qui vont nous permettre de piger des cartes d'action, de recruter un de vos leaders associé à cette carte-là. Et vous avez l'autre icône ici, les phases de production. À ce moment-là, les planètes que vous contrôlez vont vous générer des unités que vous allez placer dans la queue de production qui vont éventuellement être déployées sur le plateau pour vous aider. Le jeton de rebelle, les rebelles vont avoir des cartes d'objectifs. Quand ils vont réussir des cartes d'objectifs, ça va les faire avancer, ils vont gagner des points de réputation et ils vont descendre leurs jetons à chaque fois qu'ils vont gagner des points de réputation. Et au fur et à mesure que la partie avance, si ces 2 jetons se retrouvent sur la même case, les rebelles vont gagner la partie automatiquement. Du côté des rebelles, on va avoir les cartes d'objectifs. Au début de la partie, vous voyez que les objectifs sont séparés selon les chiffres 1, 2 et 3. Vous allez mélanger chacune des piles ensemble et ensuite, vous allez placer les cartes numéro 3 dans le fond de la pile, les 2 par-dessus et les 1 sur le dessus du paquet de cartes objectifs. Au début de la partie, les rebelles vont piocher une carte objectif, mais dans leurs mains. Et à chacun des tours, ils vont en gagner une. Ou quand ils vont faire certaines missions, ça va leur permettre aussi de venir chercher d'autres objectifs. C'est en réalisant ces objectifs-là qu'ils vont faire descendre leur marqueur sur la piste pour la rapprocher le plus vite possible du marqueur de tour de jeu. On a ensuite ici la base secrète des rebelles. On a des unités au départ sur la base des rebelles. Elles comptent pour une planète pour la production des unités ici, avec les 2 symboles de triangle. Et ce qui va être important, c'est de savoir où est cachée la base rebelle. Les joueurs rebelles, au début de la partie, une fois que les unités de l'Empire vont être placées sur la table, va prendre le paquet de cartes de Probe et va choisir une des cartes pour y placer sa base sans la montrer au joueur impérial. Donc, il pourrait mettre sa base sur Yavin. Quelle idée originale! Et il va la placer ici, cachée sur le bord du plateau, pour indiquer que c'est l'endroit de sa base cachée. Si le joueur impérial arrive sur la planète Yavin avec des unités, il doit révéler que sa base est effectivement là et un combat va débuter. Du côté du joueur impérial, on a 2 autres paquets de cartes. On a les cartes de projet qui vont être mélangées ensemble et placées sur le plateau. Ces cartes-là sont comme des missions spéciales qu'on peut aller chercher en faisant certaines missions pour les ajouter à notre main. Les projets, c'est ce qui nous permet de construire, exemple, l'étoile noire, ce qui nous permet de construire un Superstar Destroyer, ou bien le super laser de l'étoile noire qui nous permet de faire exploser une planète. C'est avec les cartes de projet qu'on va réussir à faire ça. On a aussi le paquet de cartes de Probe qui représente dans le fond toutes les planètes qui sont sur le plateau où la base rebelle peut être cachée. À chacune des fins de tour, le joueur impérial va piger 2 cartes de ce deck-là. Alors s'il pige ces 2 cartes-là, il sait automatiquement que la base rebelle n'est pas sur Kashyyyk et sur Dantooine. Et à chaque tour, plus il avance dans la partie, moins il va avoir de cartes dans ce deck-là, plus il va se rapprocher de son objectif, qui est de trouver la base secrète des rebelles, pour ensuite la détruire. On a ici des jetons, des cartes et les dés qui doivent être placés et accessibles pour les 2 joueurs. On a premièrement les cartes de tactique qui sont utilisées en combat. On a les cartes tactiques terrestres, les cartes tactiques aériennes. Dépendamment de notre leader qui est en combat, on va piger un certain nombre de chaque paquet et on peut les utiliser en combat. Ils peuvent être utilisés pour bloquer des points de dégâts ou pour infliger des points de dommages aussi, ou faire d'autres habiletés qui sont inscrites sur ces cartes-là.
On a ensuite ici les jetons de dommages qui représentent les points de dégâts qu'on a subis à nos vaisseaux, qu'on peut placer à côté d'eux en combat pour montrer leurs blessures. On a ici les jetons de sabotage qu'on va placer sur les planètes sabotées, qui vont empêcher de produire des unités par ces planètes-là. On a ici les dés qu'on va utiliser en combat. Vous voyez qu'on a 4 symboles différents sur les dés. Donc on a le symbole ici, l'espèce de cible qui est là 2 fois. On a 2 fois la face où il n'y a rien. On a une fois la face d'explosion et on a une fois la face avec les 2 sables laser qui se croisent. On a ensuite les jetons de destruction de planète qu'on peut placer sur une planète si elle est détruite par le super laser de l'étoile noire. On peut le faire jusqu'à 3 fois dans toute la partie. Ensuite, vous avez ici les anneaux qui peuvent être placés sur des héros dépendamment de certaines missions qui vont leur donner ces anneaux-là. Exemple, ici, on a l'anneau du côté obscur qui peut être placé sur un leader de la rébellion s'il était corrompu au côté obscur. On a l'anneau pour capturer un héros et essayer de l'interroger ensuite. Ici, vous avez l'anneau de Yoda qui peut être mis sur Luke s'il complète son entraînement Jedi, qui peut lui donner un pouvoir. L'anneau du Faucon Millennium qui donne un pouvoir à Han Solo, et ainsi de suite. Pour le placement des unités de départ et des jetons de royauté sur les planètes en partant, dans le livre d'instructions, vous avez un placement initial qui vous est suggéré et je vous conseille fortement d'utiliser pour au moins vos 2-3 premières parties. Vous allez sauver du temps dans le placement initial. Si vous voulez faire la règle avancée pour placer vous-même vos unités, choisir vous-même vos planètes, vous allez prendre les cartes de probe et vous allez piger jusqu'à ce temps que vous ayez obtenu 3 planètes pour les rebelles. Ils vont placer leur marqueur de loyauté sur ces 3 planètes-là. Le joueur impérial va ensuite piger jusqu'à 5 cartes de planètes qui vont être loyales à lui. Les 2 premières subjuguées, les autres vont être loyales. Il va placer ses marqueurs. Et vous allez recevoir vos unités, vous allez les placer sur les planètes où vous avez vos marqueurs de loyauté. On est maintenant prêt à commencer la partie. Un tour de jeu se joue en 3 phases. On va commencer avec la phase d'assignation. Dans cette phase-là, le rebelle va commencer, va faire sa phase d'assignation. Ensuite, ça va être le joueur impérial qui va la faire. Et ensuite, on va passer à la deuxième phase. Qu'est-ce qu'on fait dans la phase d'assignation? On va regarder les missions qu'on a dans notre main. On commence avec une main de 6 missions. On a les 4 missions de base qui ont les flèches et les 2 premières missions qu'on a piochées au début de la partie. Qu'est-ce qui est important sur les cartes de mission? Vous allez voir qu'il y a différents symboles qu'on peut retrouver. Donc, on a les missions avec le point qui sont les opérations spéciales. Vous avez l'espèce de symbole ici technologique, c'est la logistique. L'œil pour les missions d'Intel, pour avancer de l'information. Le petit icône jaune, c'est l'icône de diplomatie. Donc, c'est les 4 icônes qu'on peut retrouver sur les missions. Des fois, on va avoir un chiffre, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3. C'est le nombre d'habiletés qu'il nous faut, le nombre d'icônes qu'il nous faut sur notre personnage ou les personnages qu'on va envoyer en mission pour qu'ils puissent essayer de faire la mission. Des fois, sur une mission, on va retrouver l'image d'un personnage. Ici, j'ai une mission avec l'image d'Obi-Wan Kenobi. Si j'envoie Obi-Wan Kenobi dans cette mission-là, il va avoir un bonus de 2D pour la réussir. Là, je ne l'ai pas dans mes héros de départ, mais peut-être que je vais pouvoir le recruter dans une phase de recrutement à la fin d'un tour. Alors là, le joueur va décider quel leader il veut envoyer en mission. Vous allez voir que sur vos leaders, vous allez retrouver les mêmes symboles que je viens de vous montrer, qui sont dans le bas du leader, qui sont le nombre de skills du leader. Alors, la princesse Leia peut être bonne pour faire de l'intel, de la diplomatie, puis peut essayer de faire une opération spéciale si c'est pas trop compliqué. Alors là, le joueur va choisir les missions qu'il veut essayer de faire. Il pourrait dire, bon, je veux faire cette mission-là diplomatique, je vais envoyer ce leader-là, mon Motma. Donc, je mets le leader sur la mission cachée que je veux envoyer. Puis, je vais faire ça aussi avec mes autres missions. Je veux faire la mission d'infiltration avec la princesse Leia. Et, bon, je peux essayer de faire d'autres missions aussi, là. Mission de sabotage, ici. Je vais garder mon dernier leader dans mon bassin de leader pour l'utiliser pour faire autre chose. Dans la phase d'assignation, dans le fond, on assigne les missions au leader qu'on veut essayer de faire. Les leaders qui restent ici vont pouvoir être utilisés pour 2 choses. Premièrement, je peux l'utiliser pour déplacer mes troupes sur le plateau ou je peux les utiliser pour essayer de contrer la mission d'un leader adverse quand il va essayer de la faire.
Lorsque les deux joueurs ont terminé un après l'autre leur phase d'assignation, on passe maintenant à la phase d'action. C'est cette phase-là qui va être la plus longue à jouer. Ça va encore commencer avec le joueur rebelle qui va faire sa première action. Et ensuite, ça va être au joueur impérial de faire une action. Et les joueurs vont s'échanger la balle jusqu'à ce que tous les joueurs aient activé tous leurs leaders ou que les deux joueurs aient passé dans la phase d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose, on pourrait prendre un de nos leaders qui était envoyé en mission, tourner la carte de mission, placer notre leader sur le plateau et essayer de faire notre mission. On peut aussi faire un déplacement de troupes en envoyant un de nos leaders qui était libre sur la carte pour aller déplacer nos unités, mais on doit avoir un leader qui a des chiffres de tactique de chaque côté pour faire ça. 90% des leaders vont être capables de le faire, mais certains leaders ne sont pas militaires. On peut aussi passer notre tour, mais si on passe notre tour, on ne peut plus faire d'action dans la phase d'action. On va dire que le joueur rebelle veut faire la mission qui est ici, il va retourner sa carte. Cette mission-là se fait dans un système qui a de la population. Alors, on va envoyer son personnage ici, sur le système de Nal-Hota. C'est une mission diplomatique. Ce héros-là a 3 icônes en diplomatie. Ça veut dire qu'il va lancer 3 dés pour essayer de faire cette mission-là. Quand c'est une mission où il va être écrit à thème, qu'on doit lancer les dés pour essayer de la faire, le joueur adverse peut prendre un leader de son bassin de leader qui est libre et l'envoyer contre nous pour essayer de nous faire échouer notre mission. Alors là, le joueur impérial enverrait l'empereur Palpatine pour faire échouer cette mission diplomatique. Lorsque les deux joueurs s'opposent, ils vont rouler le nombre de dés égal à leur icône de diplomatie. Ils en ont 3 chacun. Alors le joueur rebelle va lancer les dés ici, obtient ceci, et le joueur impérial va lancer les dés, obtient ceci. Donc, l'icône de cible donne un succès pour réussir une mission. L'icône d'explosion donne aussi un succès. Et si on avait obtenu l'icône avec les 2 sabres laser, il vaut 2 succès. Et là, dans ce cas-ci, le joueur rebelle a obtenu un succès, le joueur impérial a obtenu 2 succès. C'est lui qui a le plus de succès. Il a donc empêché le joueur rebelle d'accomplir sa mission diplomatique pour gagner la faveur de cette planète-là. Si le joueur rebelle avait gagné le lancer de dés, il aurait placé son marqueur de loyauté sur ce système. Alors là, l'autre joueur est venu le bloquer. Deuxième chose qu'on peut faire dans la phase d'action, si on ne veut pas activer un leader pour faire une mission, on peut prendre un leader et l'envoyer sur le plateau pour activer un système. On doit avoir un leader avec des chiffres en tactique. Le leader, quand il active le système, va permettre des déplacements de troupes vers ce système. Alors, si je place mon Moff Tarkin ici, je peux envoyer des unités sur ce système-là avec les systèmes qui sont adjacents où j'ai déjà des unités. On voit des lignes blanches qui peuvent démarquer les systèmes et des lignes oranges aussi qui peuvent démarquer les différents systèmes et qui découpent la galaxie en régions de 4 planètes. Vous avez aussi les lignes orange double qui sont des lignes infranchissables. Alors, vous ne pouvez pas passer de là à là, vous devez faire le tour. Vous pouvez franchir les lignes blanches et les petites lignes oranges. Alors, si mon leader est ici, je pourrais prendre des unités sur le système de Suluste et les envoyer ici en respectant les nombres de transport. Un Star Destroyer peut transporter avec lui 6 unités, alors il n'y a pas de problème. Il peut emmener les TIE Fighters, pourrait emmener un Stormtrooper et un AT-ST, par exemple. Lorsque le joueur impérial débarque sur une planète, il va automatiquement placer un jeton de subjugation sur la planète aussi longtemps qu'il a des unités qui sont placées ici et que la planète n'est pas loyale à eux. Ça va lui donner quand même le privilège de recruter des unités avec ces symboles-là, mais seulement avec le symbole de gauche. Alors, il pourrait faire une mission plus tard pour transformer son jeton en jeton de loyauté qui lui permettrait d'utiliser les 2 jetons de production pour produire des unités. Pour l'instant, il place ça comme ça. Si jamais le joueur rebelle réussissait à tuer ces 2 unités-là, on enlèverait le jeton et la planète deviendrait neutre s'il n'y a aucun jeton. Ou si le joueur impérial décide tout simplement de quitter cette planète-là, décide qu'il n'en a plus besoin, on va aussi enlever le jeton. On aurait pu envoyer aussi des unités de Corellia vers ce système-là dans le même déplacement parce que c'était aussi un système adjacent. Si jamais après un déplacement, on se retrouve avec des unités ennemies, on doit engendrer un combat. Alors ici, on aurait Darth Vader qui aurait activé le système, qui aurait emmené ses unités sur le système de Kashyyyk, et on doit commencer un combat. Pour
Comme le joueur rebelle n'a pas de leader présent pour diriger ses troupes, il peut en prendre un dans sa réserve s'il y en a un disponible pour permettre à ses troupes de piger des cartes tactiques pour essayer de remporter le combat. On va dire qu'il envoie ce leader-ci. Première chose en combat, on va piger des cartes tactiques qui sont équivalentes aux 2 chiffres qui sont en bas de notre leader. Alors, pour Darth Vader, on aurait 2 cartes tactiques aériennes et 3 cartes tactiques terrestres qu'il va pouvoir utiliser en combat. Et pour le commandant rebelle, on a 2 cartes tactiques aériennes et une carte tactique terrestre. Les cartes tactiques peuvent faire des points de dommage, peuvent bloquer des points de dommage, faire d'autres petits effets qu'on peut activer avec nos dés. On commence par les combats aériens. On va regarder l'Empire. Comme ils sont l'attaquant, ils vont commencer. On a un Star Destroyer. Si on regarde sur notre carte, on va lancer un dé noir et 2 dés rouges. Et on a 2 TIE Fighters qui lancent chacun un dé noir. Alors, le joueur impérial va lancer tous ses dés. Et, aïe aïe, les symboles de cible sont des points de dommage qui sont uniquement sur des vaisseaux de la couleur du dé. Alors, il pourrait faire 2 points de dégâts à des vaisseaux rouges et 1 point de dégâts à des vaisseaux noirs. Comme le X-Wing et le Y-Wing sont des vaisseaux au point de vue noir, ces 2 dés-là ne font rien. Lui fonctionne, va pouvoir faire 1 point de dommage au X-Wing, par exemple. Le symbole ici d'explosion fait 1 point de dommage à n'importe quelle unité, peu importe sa couleur. Alors, il pourrait faire 1 point de dégâts au Y-Wing, ce qui serait assez pour détruire les 2 vaisseaux. Le symbole ici des 2 sabres laser peut faire 2 choses. Peut me servir à activer des cartes tactiques. On a des cartes tactiques qui ont le symbole là. Si je dépense ce dé-là, je vais activer une de mes cartes. Ou si j'ai aucune carte à activer, je peux prendre mon dé pour aller piocher une carte tactique de plus pour utiliser pendant le combat. Comme le joueur impérial va tuer les 2 vaisseaux rebelles, le combat se fait en simultané. Alors on le sait que les 2 vaisseaux rebelles vont être détruits à la fin du tour, mais le joueur rebelle peut quand même lancer son attaque en même temps. Ces 2 vaisseaux, son X-Wing va lancer un dé noir et son Y-Wing un dé rouge. Alors on va lancer les dés. On va pouvoir faire un point de dommage à un vaisseau noir. On pourrait par exemple tuer un TIE Fighter. Et celui-là va décider de tuer l'autre TIE Fighter. Alors, résultat du combat aérien, les 2 TIE Fighters sont morts et les X-Wing et les Y-Wing sont aussi morts. On les enlève du plateau. On s'en va maintenant au combat terrestre. On fait un peu la même chose. Le joueur impérial va regarder son ATST, un dé de chaque couleur. Ses 2 Stormtroopers, des dés noirs. Va lancer les dés et a suffisamment de points de dommage noirs pour tuer les 2 soldats rebelles. Le joueur rebelle va quand même lancer les dés et va être capable de tuer un Stormtrooper. Alors, les 2 soldats rebelles sont morts. Un Stormtrooper est mort pendant le combat. On n'aura pas de deuxième ronde de combat parce que toutes les unités rebelles sont mortes. Si jamais on avait un deuxième ronde de combat, le joueur rebelle aurait pu décider de se retraiter avec les troupes qui lui restaient vers une planète adjacente. Il peut seulement faire une retraite s'il a un leader qui est présent. Sinon, ces unités vont combattre jusqu'à ce qu'elles meurent ou est-ce qu'elles gagnent. Comme le joueur impérial a remporté un combat, il occupe maintenant la planète avec des unités. On va placer son jeton de subjugation par-dessus le jeton rebelle. Alors ce système-là est maintenant occupation militaire de l'Empire. Si jamais le rebelle réussit à les détruire, que le joueur impérial s'en va, le jeton va s'en aller et le système va redevenir loyal aux rebelles. Une fois la phase d'action terminée, on passe à la 3e phase du tour de jeu, qui est la phase de rafraîchissement. Premièrement, dans cette phase-là, les 2 joueurs vont ramener tous leurs leaders dans leur réserve, leurs 4 leaders, à moins qu'il ait été capturé. À ce moment-là, il va rester où il est sur le plateau. On ramène nos leaders dans notre réserve. On va piocher 2 missions qu'on va ajouter à notre main de mission. On ne peut pas, par exemple, dépasser 10 cartes missions dans notre main. Et rappelez-vous que les missions de base, avec les flèches en bas, retournent dans vos mains quand vous les faites. Alors, si jamais on a plus que 10 missions, on va tout simplement défausser des missions. Ensuite, le joueur impérial va piocher 2 cartes du deck de Probe. Ce sont des planètes où il sait que la base rebelle n'est pas présente. Il peut avoir fait dans son tour des missions d'intel qui vont lui permettre de piocher d'autres cartes de Probe. Alors, ces cartes-là peuvent être révélées rapidement et plus elles sont révélées rapidement, plus le joueur impérial a d'informations à savoir où diriger ses recherches pour trouver la base rebelle.
Ensuite, le joueur rebelle va piocher une carte d'objectif qu'il va ajouter à sa main de carte objectif. Il n'y a pas de limite de carte objectif qu'il peut avoir en main. On voit que la plupart des cartes objectifs sont jouées dans la phase de rafraîchissement. Si on a fait ce qui est écrit sur la carte, on peut révéler la carte. Et en ce moment-là, on va gagner le nombre de points de réputation qui est écrit dans le coin en haut à gauche. Les points de réputation, c'est ce qui fait bouger notre marqueur sur la piste, qui le fait descendre pour essayer d'aller à la rencontre du jeton de tour de jeu, ce qui nous permettrait de gagner si on est le rebelle. Par la suite, on va avancer le marqueur de tour de jeu et si on rencontre certains icônes, il va se passer quelque chose. On a ici l'icône de la médaille qui est une phase de recrutement et ici le petit symbole qui est une phase de production. Pour le recrutement, les deux joueurs vont piocher deux cartes dans leur paquet de cartes d'action, vont aller les regarder et on se souvient que c'est des cartes qu'on peut utiliser une fois dans toute la partie. Et là, on a aussi une image d'un leader qui est associée à chacune des cartes. Alors, si je prends la carte ici, je vais gagner l'Amiral Akbar en plus de la carte. Si je prends la carte ici, je vais gagner Luke Skywalker. Ce qui est un dur choix. On va y aller avec Luke. Donc, le joueur choisit cette carte-là, va l'ajouter à sa main de cartes d'action et va aller ensuite chercher le leader, le Luke Skywalker, et va l'ajouter à sa réserve de leader. Pour la production, les deux joueurs vont regarder les planètes où ils ont leur marqueur de loyauté. Et on va regarder les deux symboles qui sont juste à côté du marqueur. On va regarder sur notre fiche de faction, ça correspond à quelle unité. Et on va les placer dans la queue de production, dans la case qui est inscrite avec le numéro qui est ici. Alors à Mustafar, dans la case 2, on irait placer un TIE Fighter et un Assault Carrier, comme ça ici. Si on a un système qui est subjugué, on va seulement prendre l'icône de gauche. Alors, un triangle jaune, c'est un Stormtrooper dans la case 2. Et on fait ça pour tous les systèmes qu'on contrôle. On va placer les unités dans la queue de production. Une fois que toutes les unités de toutes nos planètes sont placées dans la queue de production, on va faire descendre une case toutes les unités. Alors, les unités dans la case 1 vont sortir du plateau. Les unités dans la case 2 s'en vont dans la case 1. Et les unités de la case 3 dans la case 2. Les unités qui ont sorti du plateau, on va pouvoir les déployer sur le plateau, sur les planètes qu'on contrôle avec nos jetons de loyauté. On peut placer un maximum de 2 unités par système qu'on contrôle. C'est ce qui termine un tour de jeu. C'est la dernière chose qu'on fait, la phase de déploiement. Après ça, on retournerait au tour numéro 2. On fait la phase d'assignation, ensuite la phase d'action, la phase de rafraîchissement. Et la partie se continue jusqu'à ce que l'un des deux joueurs ait gagné. Pour le joueur impérial, on se rappelle que pour gagner, il faut qu'il trouve la base secrète des rebelles et qu'il la détruise. Alors, il doit occuper la planète, doit gagner le combat à cette place-là. Et pour le joueur rebelle, il doit survivre assez longtemps et faire assez de points de réputation avec ses objectifs pour que les deux jetons se retrouvent sur la même case. C'est comme ça qu'on joue au jeu Star Wars Rebellion. Je vous reviens avec mon opinion personnelle sur ce jeu. Qu'est-ce que je pense de Star Wars Rebellion? Premièrement, si on regarde les composantes, comme tous les jeux de Fantasy Flight Games, je suis pas inquiet, c'est vraiment de la bonne qualité. Les super gros plateaux qu'on place un côté de l'autre sont vraiment bien, sont vraiment épais, solides, ils se maganeront pas. Les figurines qu'on a utilisées pour faire les leaders sont des jetons en carton avec une petite base. Certains vont peut-être dire pourquoi on n'a pas mis des figurines, ça aurait été plus beau, mais je pense qu'on a fait la bonne décision, ça aurait été moins pratique. En utilisant des jetons en carton, on pouvait insérer des informations dessus. On a les icônes pour les différentes habiletés pour faire les missions. On a les cartes de tactique aussi qu'on peut utiliser en combat qui sont inscrites dessus. Alors, beaucoup d'informations qu'on retrouve là-dessus. Puis je pense que aussi c'est un coût de production qui est plus bas. Le jeu coûte déjà assez cher comme ça à cause de toutes les petites figurines d'unités en plastique. Vraiment une bonne décision d'avoir fait ça comme ça pour les leaders. Les cartes sont vraiment de bonne qualité, différentes grandeurs de cartes, ça c'est bien. Les dés aussi, c'est bon. Pour le plateau de jeu, c'est peut-être juste un petit carton là, qui n'est pas trop épais. Là. Ça aurait peut-être pu être mieux, être un petit plateau là, de la même épaisseur que le plateau avec les planètes. Sinon, pour les unités, c'est vraiment cool. On a une étoile de la mort comme unité. Combien de jeux ça arrive, qu'on peut vraiment contrôler l'étoile noire et qu'on peut aller faire sauter une planète en entier. Les vaisseaux, les AT&T, tout est vraiment bien fait, sont vraiment cool. Par contre, les tout petits vaisseaux comme les X-Wings,
Ils sont vraiment petits, ils sont vraiment fragiles. Les soldats aussi, là, les Stormtroopers, les soldats rebelles, peut-être faire attention à ceux-là là, pour les briser. On ne pouvait pas les faire plus gros parce que ils ne pouvaient pas être plus gros que les autres vaisseaux ou que les autres véhicules de guerre. Alors c'est pour ça qu'ils sont assez petits et un petit peu fragiles. Pour le côté artistique, on a pris des dessins là, pour les leaders qui sont inspirés des héros qu'on voit dans les films de Star Wars. On y va avec la vieille trilogie, l'épisode 4, 5, 6. On retrouve des héros qu'on a vus. Tous nos préférés sont là, que ce soit Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca. Pour le côté obscur, on a Darth Vader, l'Empereur, Grand Moff Tarkin. C'est sûr que certains des généraux impériaux sont des personnages un petit peu moins connus, mais quand même, on les a tous vus dans les films. Pour les planètes, encore une fois, c'est des planètes de l'univers. Toutes les planètes qui sont visitées dans les films sont présentes sur le plateau, ou presque. Puis on a aussi d'autres planètes là, qui sont de l'univers de Star Wars qu'on retrouve sur le plateau. Les dessins là, sur les cartes et tout ça, toutes les composantes, tout est vraiment beau côté artistique. Côté complexité, je vous mentirai pas, c'est un jeu qui est très complexe. Je ne le recommande pas à tout le monde, c'est vraiment là, pour des gamers d'expérience, que ce soit vous soyez prêt à vous embarquer là, dans un jeu de 3-4 heures qui va durer toute la soirée. Alors ça ne vise pas là, tout le monde en général là, qui aime ce genre de jeu-là. Mais si vous aimez les jeux épiques comme ça, qui durent une soirée au complet, vous ne serez pas déçus avec Rebellion. Pour le nombre de joueurs, ça joue de 2 à 4. Si vous jouez à 2, vous êtes un contre l'autre. Tout simplement. Si vous jouez à 4, à 3 ou à 4, il va y avoir des équipes. Alors à 4, on va avoir 2 personnes qui vont contrôler l'Empire, 2 personnes qui vont contrôler les rebelles. Et vous allez tout simplement placer votre plateau au verso. Vous voyez que le bassin des leaders est divisé en 2 parties. Donc vous avez une partie qui est pour l'amiral, qui va avoir les leaders en bleu et qui va gérer les combats aériens. Et l'autre côté, les leaders orange qui vont être pour le général et qui va s'occuper des combats terrestres. Alors les 2 joueurs vont être impliqués dans les combats tout le temps. Donc ça permet là, de ne moins attendre son tour de jeu pour pouvoir faire quelque chose. Et pour la phase d'action, on va aller selon une initiative qui va être écrite là, en bas de notre plateau de 1 à 4 pour savoir qui joue après qui. Le jeu est vraiment cool en équipe. C'est le fun d'avoir quelqu'un avec qui on peut parler des stratégies qu'on veut faire. Vraiment le fun à avoir. Par contre, ça va rajouter une petite longueur au jeu. Donc vous allez plus vous rapprocher vraiment du 4 heures si vous jouez en équipe, c'est presque sûr. Alors que si vous jouez en solo 1 contre 1, vous allez plus vous ramasser autour de 3 heures pour une partie. Au niveau de la complexité, ce qui est difficile, je trouve, pour les premières parties, c'est qu'on ne connaît pas les cartes de mission de notre adversaire. Souvent, les missions sont interreliées entre les unes et les autres. Alors, je peux avoir une mission pour essayer de capturer un héros, mais il faut qu'il soit venu sur une planète où j'ai des unités. Alors, si je sais que j'ai la mission pour le capturer, peut-être qu'il n'ira pas tout de suite ou qu'il n'enverra pas son meilleur leader là-bas. Alors que dans une première partie, on ne sait pas ces détails-là. Même chose pour les rebelles, on ne connaît pas les cartes d'objectifs, on ne peut pas se préparer à faire les objectifs avant de les piger. C'est exemple, il faut que j'ai un marqueur de loyauté dans toutes les planètes d'une région, qui sont des groupements de 4 planètes. Si je ne connais pas cette carte-là, ben je ne sais pas que faut que je concentre mes planètes loyales le plus près possible pour pouvoir jouer cet objectif-là dès que je vais le piger. Alors, ça devient plus facile. Une fois que vous avez joué des 2 côtés, vous connaissez un petit peu les cartes de chaque côté, les missions, l'interaction qui va être reliée d'une carte à l'autre. Ça va être plus facile par la suite là, de jouer. Le jeu est extrêmement thématique. Toutes les missions ou les objectifs vont presque faire référence à un moment dans les films. Alors, si vous aimez ces petits clins d'œil-là aux films de Star Wars, si vous êtes un vrai fan, vous allez adorer ça. Plus vous allez jouer, plus « Ah oui, cette carte-là, c'est tel moment, cette carte-là fait référence à ça. » Donc, des beaux petits clins d'œil que vous allez pouvoir découvrir là, en jouant à vos parties de Rebellion. Quand j'ai joué ma première partie, au premier tour, le joueur rebelle a envoyé Leia pour saboter sur une de mes planètes. Moi, j'ai envoyé Darth Vader pour la capturer. Et ensuite, au tour suivant, j'ai recruté l'interrogateur avec la mission pour l'interroger, à savoir où était la base secrète des rebelles. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, on peut recréer des moments des films comme ça sans même s'en rendre compte, ce qui est vraiment cool. Mon appréciation de Rebellion, je vais lui donner la note de A, un excellent jeu. Je suis effectivement un grand fan de Star Wars, mais ça fait que je mets la barre très haute quand on me présente un jeu qui utilise cette bannière-là. Je pense que c'est très bien réussi. L'expérience de jeu est vraiment fantastique. Pour un fan de Star Wars, c'est vraiment cool avec tous les clins d'œil qui sont faits
au film, à l'univers, avec les personnages qu'on utilise. Les mécaniques de jeu sont le fun avec les missions, l'interaction qu'on peut avoir avec les autres, les leaders de notre adversaire et tout ça. Le système de combat est un peu simple. Ça aurait peut-être pu être un petit peu plus compliqué, rajouter un petit peu plus de profondeur, mais c'est correct aussi. Là, le jeu est quand même assez long comme ça. Si on fait un système de combat qui est trop lourd, là, ça vient rajouter encore à la longueur du jeu. Je trouve que le jeu, pour un jeu de 3-4 heures, a un bon tempo. Dans la phase d'action, on joue un à tour de rôle. Donc, je fais une action, tu fais une action, je fais une action. Donc, on n'a pas trop de temps de s'ennuyer entre les tours de jeu. On n'a pas à se tourner les pouces pendant 15 minutes à attendre que notre tour de jeu revienne. Alors, je pense que c'est vraiment bien réussi. Alors, un excellent jeu Star Wars Rebellion. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Continuez de gamer et que la force soit avec vous.